Vous savez, j'ai toujours vu la relation qu'il y a entre un lecteur de comics et un comics comme une histoire d'amour. Après tout, lorsqu'on est lecteur de comics, on aime un personnage, une équipe, des aventures, et on s'accroche souvent à ce personnage. Il faut être clair, des fois il arrive, on regarde un personnage, on le voit pour la première fois, on se dit tiens lui je veux en savoir plus, je veux apprendre à le connaître. Et après, d'ailleurs, on lit les aventures, au début ça peut être génial, on peut adorer, puis des fois voilà, on arrive sur des parties de run qui sont moins bien, mais on est toujours là, on s'accroche, on continue à lire. On est là, peut-être, on se dit peut-être plus tard ça sera mieux, donc des fois on revit de nouvelles aventures, on reprend du plaisir, on découvre de nouveaux plaisirs, de nouvelles choses. Donc c'est un peu la même marche d'une histoire d'amour ou d'amitié avec quelqu'un. On découvre toujours la personne et à chaque fois on prend du plaisir et si ça va pas, on prend sur soi et on attend. Bon, des fois il arrive aussi que certains coupent autres, mais je vois vraiment la relation entre un lecteur de comics et donc un comics comme une relation d'amour. Et le début d'une relation, c'est toujours la même chose, c'est on la regarde et on se dit tiens, ça pourrait être elle, elle est magnifique, je l'aime beaucoup, elle a l'air de m'intéresser, ça pourrait être elle. Ce serait elle la femme de ma vie, ce serait lui le personnage de comics, ce serait elle le personnage de comics, l'héroïne que je pourrais aimer. C'est en fait tout simplement c'est un coup de foudre. Et s'il y a bien un personnage de comics qui a réussi à balancer un coup de foudre à tout le monde, être sans doute le plus grand lover dans cette comparaison au monde, et bien tout simplement il s'agit de Superman. Pour comprendre cela, il faut retourner en mars 1938 et surtout suivre la maison d'édition donc National Elliott Publication. En effet, c'est cette maison d'édition qui, comme je l'ai dit en mars, va tout simplement publier le tout premier Action Comics qui donc lancera Superman dans le marché des comics. Et il faut savoir une chose, c'est que ce Action Comics numéro 1 fut une véritable bombe dans le monde des comics. En effet, il a lancé complètement le thème des super-héros. Aujourd'hui, on le voit, c'est quasiment un thème omniprésent, même dans la pop culture, dans les films, dans des dessins animés, même dans les mangas, ce thème de super-héros est repris. Et à l'époque, c'était la même chose, hein. Beaucoup d'éditeurs ont suivi la vague donc, du super-héros pour essayer de se lancer. Et justement, nous, on va s'intéresser à un de ces éditeurs et surtout donc à une personne qui l'a créé. Il s'agit de Martin Goodman. En 1939, Martin Goodman va donc décider de fonder sa maison d'édition qui s'appellera donc Timely Publication. Il va travailler avec différents artistes, à savoir qu'à l'époque, un artiste est souvent un scénariste qui est aussi dessinateur. On n'a plus comme maintenant un scénariste, un encreur, un coloriste et tout ça. À l'époque, c'était un mec qui faisait la totalité du travail, ce qui est tout à fait logique parce qu'au départ, ça commençait les comics, c'est pas une industrie comme aujourd'hui. Et en octobre 1939, Timely Publication va tout simplement nous sortir le premier comics donc de la maison d'édition qui s'appellera Marvel Comics. Et déjà, il faut savoir une chose, c'est que les comics à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on regarde par exemple le format des États-Unis, tout sort chaque mois un issue sur un héros, donc un seul chapitre d'une vingtaine de pages sur un héros qui sort, alors que non, en fait, si on regarde les comics à l'époque, c'était plus proche de notre format de kiosque à nous. Donc c'était souvent un comics, soit qui comprenait donc 60 pages, et surtout, soit c'était sur le même héros, soit il y avait différents héros. Et pour le tout premier numéro de Marvel Comics, c'était donc un kiosque de 64 pages qui offrait les aventures de différents héros. Pour ceux qui aimaient le western, on avait par exemple le Masked Rider, on avait aussi Khazar qui était présent, mais c'est pas réellement le personnage comme on le voit aujourd'hui dans Marvel Comics, c'est un autre personnage qui est quand même assez proche, les deux sont liés. Et on avait aussi par exemple The Angel, qui est un personnage qui semble un peu copié à Superman, il faut l'avouer. Mais ce qui va le plus nous intéresser dans ce tout premier numéro de Marvel Comics, c'est tout simplement l'apparition donc de deux personnages qui arriveront donc, deux personnages qui lanceront tout simplement la création de l'univers Marvel. Et le premier de ces deux personnages est tout simplement la Torche Humaine. Attention bien sûr, je ne parle pas de Johnny Storm, donc des 4 Fantastiques, mais de la toute première Torche Humaine qui était d'un androïde et c'est donc de lui qu'on va parler aujourd'hui. Et si je dois dire quelque chose sur ce tout premier chapitre de la Torche Humaine, c'est que Carl Burgos, donc le créateur du héros, a vachement bien travaillé et nous livre un premier chapitre très intéressant. En effet, dès le départ, on commence avec le professeur Horton, un scientifique qui a pour but de créer un androïde, donc un robot, qui ressemblerait à un être humain. C'est-à-dire qu'il souhaite créer un robot qui représenterait un être humain, qui bouge comme un être humain, qui ressent même les mêmes émotions qu'un être humain. Donc techniquement, il veut créer un être humain, mais robotique. Mais visiblement, il y a un petit problème dans la conception parce que l'androïde, il a réussi à le créer, mais au contact de l'oxygène, il se met à s'enflammer. Phénomène assez étrange d'ailleurs parce qu'en soi, l'androïde ne prend pas vraiment feu, il ne s'autodétruit pas, mais visiblement, il provoque des chaleurs, il provoque des flammes, sans pour autant subir les dégâts. Le professeur Horton décide quand même de montrer sa création au reste du monde. Ainsi, il va contacter des journalistes qui vont commencer à répandre la rumeur en regardant donc l'androïde s'enflammer, mais surtout cela va attirer un conseil scientifique qui viendra donc pour juger de l'œuvre du professeur. Le problème, vous en doutez bien, c'est que l'androïde, comme on l'a vu, il prend feu. Et pour le conseil scientifique, c'est pas vraiment un bon signe. En effet, déjà ils ont mesuré les chaleurs de l'androïde, c'est beaucoup trop grand, et le problème c'est que le professeur n'arrive même pas à contrôler la chaleur qu'il dégage même s'il y a des flammes, et le bilan est simple,
il faut que le professeur détruise sa création. Mais le professeur n'a pas envie de la détruire, du coup il va enfermer son robot dans une capsule métallique qu'il va lui-même sceller et va l'enterrer dans son jardin. Le problème c'est que visiblement la capsule est mal scellée, de l'air va s'infiltrer, et un peu comme le système d'un explosif, l'androïde va prendre feu, cela va faire une énorme explosion, et du coup un énorme trou dans le jardin. Et la chose très surprenante, l'androïde n'est même pas détruit. Donc, par contre il est en flammes dans la ville en train de se balader, et surtout pour la première fois on remarque une chose, l'androïde est apeuré par ces flammes. En effet, sa forme de torche humaine semble le choquer, il a vraiment peur, et il cherche tous les moyens pour l'éteindre. Dès le départ on va avoir des pompiers qui vont essayer d'éteindre les flammes, mais le jet d'eau va seulement chatouiller l'androïde, et lui à la place il va essayer de trouver un autre moyen d'éteindre tout cela à travers une piscine. Le problème c'est que la torche humaine ne va pas sauter dans une piscine municipale, non, il va aller dans celle d'un particulier. Le problème c'est que le particulier en question est Sardo, et pour faire un résumé, Sardo c'est un salaud et surtout c'est un grand arnaqueur. Ainsi, lorsque le vil homme va remarquer que l'androïde est dans sa piscine, il va directement se précipiter auprès du professeur Horton pour lui faire du chantage. Lui ce qu'il veut c'est du pognon. Le problème c'est que le professeur il va lui dire directement de dégager, il veut même pas le voir, et donc Sardo est un peu énervé. Muni de son esprit machiavélique, Sardo va lui aussi décider de sceller la créature, mais à la place de la mettre dans du métal, il va la sceller dans une capsule de verre qui sera surtout remplie d'eau, afin que l'androïde ne prenne pas feu après. Sauf que Sardo, il a fait tout cela juste pour amener la capsule dans un entrepôt, et après il va tirer dessus afin que l'androïde prenne feu. Et vous vous doutez bien que Sardo ne fait pas cela au hasard, il fait cela tout simplement pour que la torche humaine prenne feu et commence à enflammer tout l'entrepôt. Sardo lui va se barrer pendant que l'androïde va prendre peur, va brûler tout ce qui se passe autour, et va causer beaucoup de dégâts. Et pour la première fois, l'androïde sera confronté à la malhonnêteté de l'homme, et surtout donc la malhonnêteté, la méchanceté de l'être humain. En quête de vengeance, la torche va donc retourner dans la résidence de Sardo, il va brûler toute sa maison et surtout il va chercher à le tuer. Et à ce moment-là, Sardo, pour essayer de vaincre et aussi de se cacher, va partir dans son petit laboratoire et va balancer tout un tas donc de liquides, tout un tas de trucs scientifiques pour essayer d'attaquer le robot. Visiblement, aucun des liquides ne semble faire de réels dégâts au robot. Par contre, on remarque que la nitro, qui est au moins utilisée contre l'androïde, semble éteindre ses flammes. Ou plutôt, il semblerait que ça lui permette de contrôler ses flammes. Parce qu'après cela, on remarque donc que l'androïde n'est plus en feu, mais juste après, il se remet lui-même en feu parce qu'il a décidé. Donc la nitro semble lui avoir donné la capacité qu'il n'avait pas depuis le départ de contrôler ses flammes. Dans une action désespérée, Sardo va balancer une cuve d'acide contre le droïde, sauf que lui va envoyer des flammes et la cuve va péter. Ce qui aura donc pour effet de tuer Sardo. Ainsi, la vengeance de l'androïde est faite, l'androïde va même ressortir de la maison en supprimant ses flammes pour se montrer sous son vrai jour, sauf qu'il faut savoir une chose, c'est que de 1 il a tué quelqu'un, il a volé une maison, il a brûlé un entrepôt, donc l'androïde est tout simplement un malfrat. En passant devant le juge pour savoir s'il doit être détruit ou non, le professeur Horton va tout simplement juger la créature pour lui non coupable, il va dire que c'est sa faute, il va dire surtout qu'il va surveiller l'androïde, vu que c'est sa création, et que l'androïde ne fera plus rien de méchant. Ainsi, la torche humaine ne sera pas détruite, elle repartira même avec son créateur dans le laboratoire d'origine là où elle a été créée, sauf que ça ne durera pas longtemps. En effet, vu que la torche humaine arrive maintenant à contrôler ses flammes grâce à la nitro, on remarque que le professeur Horton se frotte rapidement les mains en se disant « Vu qu'il arrive à contrôler ses flammes, je vais créer une armée de robots que je vais tout simplement essayer de revendre pour essayer de me faire du fric. » Mais vous l'aurez compris, la torche humaine est capable maintenant de ressentir des émotions, elle a vu toute la méchanceté des humains, elle voit donc le mauvais côté du professeur Horton, et lui dit tout simplement que non, déjà il ne restera pas avec lui, surtout il va partir en quête de liberté et il va aider les gens. C'est comme cela que le premier chapitre se termine, mais surtout ça nous montre beaucoup de choses. Déjà ce tout premier chapitre nous montre une évolution assez rapide sur le personnage et sa condition, le fait qu'il n'arrive pas à contrôler ses flammes et qu'à la fin on trouve l'élément qui lui permet cela et qu'il puisse à nouveau contrôler ses flammes, ce qui fait déjà qu'il n'a plus peur de lui. Et surtout on voit tout le côté humain de la créature alors que ce n'est qu'un robot dès le départ. On le voit juste inerte en train de s'enflammer dans le laboratoire du professeur Horton, mais dès qu'il est libre, on le voit avoir peur de ses flammes, chercher un moyen de se sauver, et face à la malhonnêteté donc des hommes, face à la méchanceté de Sardo, on voit qu'il a envie de se venger, et c'est ce qu'il va faire d'ailleurs. Il va se venger, il va attaquer, il va même tuer Sardo sans trop le vouloir lui-même d'ailleurs. C'est plus un accident d'ailleurs qu'un réel acte pour tuer Sardo, vu que c'est Sardo qui se suicide plus ou moins, vu que la cuve prend feu, et qu'elle explose et que ça le tue. Mais on voit justement que petit à petit, l'androïde commence à devenir humain, il commence à réfléchir par lui-même, vu qu'il avait eu la méchanceté de Sardo. À la fin, quand son maître, quand le professeur Horton lui dit voilà, je vais me faire des sauts avec lui, lui il dit non, j'ai pas envie, j'ai envie d'être libre et surtout je peux pas te laisser faire. Donc ce tout premier chapitre sur la torche humaine est très intéressant, très complet et j'avoue qu'il était surtout très plaisant. Et comme je l'ai dit, le Marvel Comics numéro 1 comporte un deuxième personnage qui fait partie de l'univers de Marvel, et sauf que je vais pas vous en parler aujourd'hui. Le deuxième personnage mystère sera tout simplement le sujet de la prochaine vidéo qui sortira la semaine prochaine.
En tout cas, voilà, j'espère que ce nouveau format Back to Marvel vous aura plu. Vous allez voir, on va traiter d'énormément de sujets autour de Marvel, que ce soit donc les comics principalement, mais aussi donc des séries, des films, des dessins animés, des jeux vidéo. J'ai envie de faire un peu toute une chronologie de l'univers Marvel, de tout ce qui a été fait sur cet univers, et j'espère que ça vous plaira. En tout cas, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas donc à laisser un pouce bleu et à partager la vidéo. Déjà, ça me fera toujours plaisir, je dois vous l'avouer. N'hésitez pas aussi en commentaire à me dire déjà ce qui va ou ce qui ne va pas, soit par rapport au décor, des choses que j'ai dites ou autres. N'hésitez pas aussi en commentaire à me dire s'il y a un certain sujet, par exemple la première apparition d'un personnage, un événement particulier dans les comics, dans les films ou autre. S'il y a un sujet que vous aimeriez que je traite donc dans les Back to Marvel, bah dites-le moi en commentaire. Je verrai si déjà de base j'ai une liste assez complète si je ne l'ai pas dans la liste, et surtout si après le truc est assez intéressant pour en parler, en sachant que si par exemple vous me donnez un événement qui est de 2010, je peux vous prévenir, là pour le moment on est dans les 1939-1940, 2010 ça va être dans des mois à venir, pour vous donner une idée. Peut-être pas de suite, peut-être pas même dans l'année 2019, plutôt 2020, voire 2021, je sais pas, c'est comment je traiterai les sujets avec le temps. Mais vous pouvez toujours me donner des idées donc d'événements, de sujets à parler, en tout cas dans ce nouveau format. En tout cas, j'espère que cette toute nouvelle vidéo vous aura plu. Sur ce, ciao tout le monde, et à la prochaine.